Il était un peu plus de 8h30 lorsque Malik Dorsey sortit de la station de métro et prit une inspiration lente et régulière. L'air humide de Washington, D.C., lui collait à la peau, chargé de la chaleur du début de l'été et de l'odeur naissante du béton chauffé par le soleil. Il ajusta la fine cravate bleu marine à son col, la tirant légèrement sur le côté avant de jeter un coup d'œil à sa chemise blanche impeccable, celle que son père lui avait repassée la veille. Dans sa main droite, il tenait une serviette en cuir usé, aux bords éraflés mais dignes. Elle portait l'espoir discret d'un jeune homme cherchant à être pris au sérieux dans une ville qui ne regardait que rarement au-delà de sa peau. Malik avait 17 ans. Ce stage d'été au ministère de la Justice n'était pas seulement un atout pour son CV, c'était une bouée de sauvetage. Une promesse. Une porte étroite, juste assez entr'ouverte pour que quelqu'un comme lui puisse s'y glisser s'il se déplaçait discrètement et ne faisait aucun bruit susceptible d'être utilisé contre lui. Alors qu'il traversait le parking du palais de justice, le claquement sec de ses chaussures de ville résonnait d'une assurance qu'il ne ressentait pas entièrement. Puis il aperçut le SUV noir garé près du trottoir, la portière arrière légèrement entr'ouverte. Il l'a immédiatement reconnu. C'était celui de l'assistant de son père, qui lui avait envoyé un texto plus tôt pour lui demander d'aller chercher un dossier sur la banquette arrière. Malik scruta le parking presque vide. Quelques premiers arrivés, un concierge faisant rouler une poubelle sur le trottoir. Il attrapa la poignée. Son geste était net, précis, maîtrisé. Puis vint la voix. Aiguë. Suspect. Empreint d'autorité. Et. Éloignez-vous de ce véhicule. Tout de suite. Les mots ont traversé le silence du matin comme du verre. Malik se figea. Ses deux mains se levèrent instinctivement. Sa posture changea, tendue, rigide. Il se retourna lentement. Un policier blanc s'approcha, la posture repliée, une main posée près de l'étui de son arme de poing. Son badge brillait sous sa poitrine, sa mâchoire serrée, ses yeux scrutant Malik d'un regard qui ne posait pas de questions, mais prononçait des verdicts. « Je t'ai dit de t'éloigner de la voiture », aboya l'agent, à quelques mètres de là. Les mains bien en vue. Malik ne protesta pas. Sa voix resta calme, même si son cœur battait plus vite. « Monsieur, je ne vole rien. Je m'appelle Malik Dorsey. Je suis ici pour mon stage au ministère de la Justice. J'ai l'autorisation d'accéder à ce véhicule. » Mais les mots n'avaient pas d'importance. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et l'officier s'en fichait. Car la seconde suivante, Malik sentit une secousse violente et soudaine dans sa poitrine, le projetant violemment contre le capot du SUV. Le métal, chauffé par le soleil, transperçait presque sa chemise. Il n'a pas résisté. Il n'a pas lutté. Il a gardé les yeux fixés droit devant lui et les lèvres serrées. Une petite foule commençait à se rassembler au bord du parking. Les gens s'arrêtèrent, hésitant entre intervenir ou simplement observer. « Ne bouge pas », grogna l'officier en attrapant le poignet de Malik et en le tirant derrière son dos. « Tu crois que porter une cravate te rend innocent ? J'ai déjà vu ton genre. » Les mots ne blessaient pas parce qu'ils étaient nouveaux. Ils blessaient parce qu'ils étaient anciens, transmis comme une malédiction, comme un hymne usé que personne n'osait remettre en question. Malik ne dit rien. Mais quelque chose changea. Ni la colère, ni la panique. Quelque chose de plus calme. Plus résolu. Un silence. Un défi forgé dans le silence. Il se voyait vaguement à travers la vitre du SUV. Non pas le reflet d'un garçon effrayé, mais celui d'un jeune homme calculant sa prochaine respiration. « Je te l'ai dit, je ne vole rien », répéta-t-il. Sa voix était plus basse, maintenant. Plus posée. L'officier tira son autre bras et enfila le métal froid des menottes. Malik sentit l'acier s'enfoncer dans sa peau, mais il ne broncha pas. Il baissa les yeux. Non pas par honte, mais pour se recentrer. 1, 2, 3. Restez centré. Restez humain. Ne leur donnez pas les performances qu'ils attendent. Depuis le trottoir, une voix brisa la tension. Est-ce qu'il résiste vraiment ? C'est un enfant, mec. Une femme aux cheveux argentés et portant un sac en toile se tenait à proximité, filmant. À côté d'elle, un homme, peut-être un ancien combattant à la retraite, observait, bouche bée. L'officier jeta un coup d'œil vers les voies, juste assez longtemps. Malik a déménagé. D'un mouvement fluide, il a abaissé son centre de gravité, s'est tordu et a fait basculer l'officier vers l'avant en utilisant l'élan de l'homme. Granger heurta violemment le trottoir.
Malik n'a pas couru. Il n'a pas frappé. Il n'a pas crié. Il s'est assis à califourchon sur l'officier stupéfait pendant un instant, puis s'est penché vers lui et a murmuré. « Vous venez d'agresser le fils du procureur général. » Le silence fut instantané. Explosif. Un silence plus assourdissant que n'importe quelle sirène. L'officier cligna des yeux, la confusion l'envahissant trop tard pour réparer l'erreur. Malik se tenait debout, son costume maintenant froissé, sa chemise tachée, mais sa dignité intacte. Il respirait. Calme. Ancré. Stable. Ce n'était pas de l'instinct. C'était un héritage. C'était un savoir transmis sous forme codée, comment se déplacer, quand parler, quand attendre. Et maintenant, tout le monde attendait. Personne ne bougeait. Ni la foule. Ni l'officier. Pas même la brise. La vérité de Malik résonna comme une cloche, résonnant encore dans le silence stupéfait. Le soleil matinal s'abattait avec une chaleur implacable, réchauffant le trottoir jusqu'à irradier ses manches et lui brûler la peau. La sueur perlait jusqu'à la racine de ses cheveux, se mêlant à la poussière. L'officier au granger, apprendrait-il plus tard, respirait difficilement, comme épuisé par l'effort fourni pour plaquer un adolescent en chemise. Sa voix était sèche, rauque, teintée de frustration. « Tu pensais que tu allais filer avec les clés de quelqu'un, hein ?» Il n'y avait aucune trace d'humour dans ses paroles. Juste un mépris fragile, dissimulant des présomptions ancrées depuis longtemps. Malik resta silencieux. Non pas faute de mots, mais parce qu'il avait appris douloureusement, précisément qu'une mauvaise phrase au mauvais moment pouvait ruiner des années de calme, d'image, de sécurité qu'il avait soigneusement bâties. « Je ne vole rien, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois, les mots tombant plus sur le béton que sur l'homme au-dessus de lui. Son esprit se tourna vers son père. Que dirait-il? Reste calme. Tiens bon. Rappelle-toi qui tu es. Il dirait probablement ça, et il aurait raison. Mais malgré cela, la part de Malik qui croyait encore à la justice quelque chose de mérité, de réel craquait sous la pression. Son épaule lui faisait mal, se tordait violemment vers le sol. Sa vision se brouillait tandis qu'il résistait à l'emprise de la colère, à l'envie primaire de crier, de riposter, non pas pour gagner, juste pour que ça cesse. Puis il le sentit. Un changement. Un instant où Granger se pencha trop en avant. Son genou ne maintenait plus Malik au sol. Ses mains bougeaient, jouant avec la mallette au lieu de le tenir. Arrogance ou insouciance, Malik l'ignorait. Mais c'était le moment. Son corps réagit avant son esprit. Genou gauche replié, épaule droite tournée, et dans un élan fluide de force qu'il ignorait encore posséder, Malik roula sur le côté et se releva. Granger halta, pris au dépourvu. En un clin d'œil, Malik le fit basculer, l'envoyant s'étaler à côté de la voiture. Malik se déplaça rapidement, l'enjambant non pas pour le frapper, mais pour reprendre le contrôle. Son souffle s'accéléra. Son pouls s'accéléra. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Granger leva les yeux, stupéfait. La foule qui regardait fit un pas en arrière. Quelqu'un laissa tomber un téléphone. Malik fixait l'homme sous lui. Ce moment semblait surréaliste. Ni triomphe. Ni vengeance. Juste la vérité. Réelle et crue. Il se pencha légèrement, la voix ferme, basse, délibérée. Vous venez d'agresser le fils du procureur général. Chaque mot résonnait comme une pierre. Les yeux de Granger s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si la phrase n'avait aucun sens dans son monde. Il cligna des yeux, confus, luttant pour situer cette vérité dans le cadre étroit de ses suppositions. Malik se releva lentement. Le souffle court, le corps lourd d'adrénaline. Ses poignets étaient toujours menottés dans le dos. Son épaule le brûlait. Mais il tenait bon. Sans colère. Sans crier. Juste ancré dans quelque chose de plus profond que la rage. Il recula une fois, puis deux. Personne ne bougea. La femme au téléphone avait arrêté d'enregistrer, mais n'avait pas détourné le regard. L'homme plus âgé à la casquette de vétéran retira ses lunettes de soleil. L'ambiance avait changé. Malik n'était plus le suspect. Il était la question qu'aucun d'eux n'avait posée. La variable à laquelle il ne s'attendait pas. Dans cette chaleur et ce silence, entouré de trottoirs fracturés, Malik se tenait droit. Non pas parce qu'il avait voulu se battre.
Mais parce que, pour une fois, il refusait de se faire petit. Les menottes lui serraient encore la peau. La sueur coulait encore le long de son dos. Mais maintenant, sa voix, sa posture, sa présence même parlaient plus fort que tout. Et pour la première fois ce matin-là, le silence était puissant. Dès que ces mots quittèrent sa bouche, l'air sembla changer. Il semblait plus frais, plus vif, comme si la vérité avait brisé la chaleur. Le regard de Granger, hébété quelques instants plus tôt, se fixait maintenant sur le visage de Malik. Il cherchait un mensonge. Espérant une erreur. Mais le silence persistait. La poussière sur les manches de Granger s'accrochait comme un sentiment de culpabilité. Malik, debout au-dessus de lui, la poitrine bombée par de lentes inspirations, n'avait jamais paru aussi calme. Autour d'eux, le bruit du tribunal s'estompait. Des voitures passaient. Une cigale bourdonnait dans les arbres. Mais dans ce petit cercle invisible, tout le reste s'estompait. La bouche de Granger se contracta. Il voulait parler. Peut-être s'excuser. Peut-être s'expliquer. Mais rien ne sortit. Malik n'ajouta rien. Il n'en avait pas besoin. Cette phrase seule avait toute son importance. Elle n'était pas forte. Elle dura. Elle résonna avec force. La foule n'était plus un flou. Ils sentaient leur regard. Certains remplis d'incrédulité, d'autres de respect. Un homme s'approcha, son téléphone toujours en enregistrement, les yeux plissés. Une jeune stagiaire non loin de là laissa tomber son café glacé. Granger épousseta sa manche d'une main nerveuse. « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il d'une voix sèche et éraillée. Malik ne broncha pas. Il répondit à la question avec calme. « Tu m'as entendu. » Sans méchanceté. Sans fierté. Juste une vérité éculée. « Tu m'as entendu la première fois. » La tension bourdonnait comme de l'électricité statique. Une femme en tailleur-pantalon gris murmura « Ô Seigneur !» Un homme âgé poussa un long soupir, comme s'il l'avait retenu depuis que les menottes s'étaient refermées. Personne n'intervint. Personne n'était obligé de le faire. Les règles avaient changé. L'insigne, l'uniforme, le pouvoir, tout semblait plus léger maintenant. Granger se tenait debout, les mains à moitié levées, non pas en signe de reddition, mais de confusion. Tel un homme debout sur un sol qui ne supportait plus son poids. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt » demanda-t-il d'une voix rauque. Ce n'était pas une vraie question. Juste une supplication pour revenir sur ce qui ne pouvait être défait. Malik pencha la tête, cherchant une réponse qui n'envenimerait pas la situation, mais qui ne l'excuserait pas non plus. « Parce que ça n'aurait pas dû avoir d'importance, » dit-il finalement. « Qui est mon père, quel est mon nom de famille, ça ne devrait pas être nécessaire pour que tu me considères comme un humain. » L'officier tressaillit. Cette phrase était profondément blessante. Des sirènes hurlaient au loin. D'abord faibles, elles se rapprochaient. Des secours arrivaient, mais pas ceux que Granger attendait. Malik se tenait fermement, sa posture inébranlable. La sueur trempait son col. Une douleur palpitait dans son épaule. Mais il se sentait ancré. Présent. Une voix a crié « Comment t'appelles-tu, mon fils ?» Malik se tourna légèrement. Malik Dorsey. Le nom était clair. Pas crié. Juste déclaré. Il y avait de la force dans sa simplicité. Pas pour le spectacle. Pas pour le pouvoir. Juste pour la vérité. La femme qui filmait baissa lentement son téléphone. L'enregistrement continuait. Plus silencieux, maintenant. Granger fit un pas, puis s'arrêta. Sa main tressauta. « Écoute » commença-t-il. Mais il s'arrêta de nouveau. Peut-être avait-il enfin compris. Ou peut-être avait-il réalisé qu'il n'y avait plus rien à dire. Et le vrai jugement s'abattait déjà sur lui. Il ne prenait pas la forme de menottes ou de citations. Il venait du silence, de la foule qui voyait désormais tout différemment. Malik ne sourit pas. Il ne se vanta pas. Il ne parla plus. Il n'en avait pas besoin. La vérité avait parlé. Et elle avait atteint bien au-delà de Granger. Elle avait atteint tous les témoins autrefois silencieux. Tous les systèmes qui n'écoutaient que lorsqu'un puissant saignait. Les sirènes retentissaient plus fort. Un gradé supérieur arrivait. Granger recula une fois de plus. Il n'était plus aux commandes.
Et Malik, menotté mais inébranlable, se tenait au centre de tout cela. Il n'était plus invisible. Vu. Entendu. Incassable. Malik ferma les yeux pour respirer, puis les rouvrit, et dans ce simple mouvement, il découvrit quelque chose d'inattendu. Non pas le contrôle du chaos, du récit, ni du système qui tenterait sûrement de réécrire l'histoire avant le coucher du soleil, mais le contrôle de lui-même, de sa dignité, de son nom. Alors que le soleil montait dans le ciel et que le premier véhicule officiel entrait sur le parking, les lumières rouges et bleues illuminant les fenêtres du palais de justice, Malik Dorsey restait immobile. Il n'était pas une victime. Il ne représentait pas une menace. Il était un rappel. Un rappel, parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse dire est une seule phrase. Et parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de ne la dire qu'une seule fois. Malik resta immobile, même si ses muscles le suppliaient de bouger, son corps tout entier tiraillé entre instinct et retenue. La foule autour de lui se brouillait comme des ombres au bord d'une scène sur laquelle il n'avait jamais demandé à monter. La chaleur miroitait sur le trottoir, enveloppant ses chevilles comme une vapeur épaisse et étouffante. Mais son attention restait concentrée, fixée sur l'homme devant lui. Le même homme qui, quelques instants plus tôt, s'était écrasé le visage contre le béton sans poser la moindre question. Granger respirait plus fort, la mâchoire serrée, comme si le poids de son erreur commençait à peine à peser sur ses os. Il regarda Malik non pas avec colère, ni même avec peur, mais avec l'expression hébétée de quelqu'un qui a marché sur quelque chose de sacré sans s'en rendre compte. Le temps ralentissait pour Malik, non pas de manière cinématographique, mais au rythme régulier de la prise de conscience. Chaque respiration était profonde, puisée dans cette part de lui-même façonnée par les leçons transmises de génération en génération ou des leçons de survie, de dignité et de calme face à l'injustice. Il pouvait presque entendre la voix de son père, basse et assurée, résonner dans sa mémoire. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, Malik. Laisse ta présence parler d'abord. Et maintenant, il était là, menotté et couvert de poussière, et pourtant plus grand que jamais. Il sentait les regards posés sur lui, certains écarquillés par la curiosité, d'autres rétrécis par la culpabilité, et d'autres, moins nombreux mais fixes, l'observant avec une fierté tranquille, comme s'il comprenait parfaitement ce que signifiait cet instant. Un homme d'un certain âge, coiffé d'une casquette, hocha la tête au bord de la foule. Leurs regards ne se croisèrent qu'une seconde, mais Malik le sentit. Ce hochement de tête était plus qu'un simple soutien. Il portait des souvenirs. Il portait des histoires plus anciennes que Malik lui-même, des histoires nées à Selma, à Montgomery, dans les ruelles de Chicago et les tribunaux du Mississippi. Des histoires qui avaient appris à des hommes comme lui à s'élever même lorsque le monde tentait de les écraser. Granger fit un pas en arrière, redressant son uniforme comme si cela pouvait rétablir l'ordre, mais la sueur sur son front le trahissait. « Écoute, gamin, tout cela n'est qu'un malentendu, murmura-t-il, la voix sans acuité. Malik inclina légèrement la tête, non pas par arrogance, mais par incrédulité face au fait que cet homme ne saisissait toujours pas la gravité de ce qui venait de se passer. Un malentendu, répéta Malik d'une voix calme et inébranlable. Tu m'as jeté à terre sans me demander qui j'étais, sans même m'écouter. Granger ne répondit pas. Son regard se porta sur la foule derrière Malik, puis sur les portes du tribunal, comme s'il cherchait une issue, quelqu'un pour le libérer du poids qui pesait sur ses épaules. Mais personne ne bougea. Personne ne vint. Même le bourdonnement de la circulation au loin semblait s'estomper. Malik changea de position, mal à l'aise à cause des menottes serrées, les poignets brûlants à cause du frottement, mais ses pieds restèrent plantés. Il y avait quelque chose de solide sous lui maintenant, non pas le béton, mais un sentiment d'ancrage intérieur, quelque chose d'inébranlable. Il pensa à sa mère, à la façon dont elle lui redressait le col avant l'église, à la façon dont elle lui disait de parler avec détermination. Il pouvait presque entendre sa voix maintenant, murmurant « Tu n'es pas petit, mon chéri. Ne te laisse jamais rapetisser. » Il expira lentement, laissant ce souvenir l'enraciner. Les témoins restèrent silencieux, attendant un verdict qu'ils connaissaient déjà. Quelques-uns tenaient encore leur téléphone bas, mais aucun n'enregistra. Plus maintenant. L'instant avait dépassé l'objectif. C'était devenu un jugement. La respiration de Malik se calma. La panique qui l'avait saisi plus tôt s'était dissipée, remplacée par une clarté silencieuse, plus puissante que la rage. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Il était là pour exister. Et pour l'instant, c'était suffisant. Une radio de police grésillait à proximité,
les parasites étouffant la plupart des paroles. Une autre unité était en route. Malik ne broncha pas. Il ne quitta pas Granger du regard. « Tu ne m'as pas demandé mon nom, dit-il. Tu pensais que je n'avais rien à faire ici. Et maintenant que tu sais qui je suis, soudain, c'est un malentendu. » Granger ouvrit légèrement la bouche, mais rien n'en sortit. Aucun règlement à citer, aucun insigne pour le protéger, juste un homme exposé au non par la violence, mais par la vérité dite sans détour. Malik laisse parler le silence. Il persistait entre eux, dense et immobile, s'imposant à l'endroit où le pouvoir siégeait autrefois. Derrière lui, une sirène retentit plus fort. Un autre SUV noir s'arrêta, mais Malik ne se retourna pas. Il se tenait immobile, les épaules droites, le regard calme. Il pesait désormais lourd. Non pas celui de sa lignée ou du titre de son père, mais celui de son propre choix, parler, ne pas crier. Se tenir debout, ne pas frapper. Son cœur battait encore fort, mais il n'avait plus peur. Il était sûr de lui, non pas de la justice, ni de l'issue de la situation, mais de qui il était. Une jeune policière sortit du SUV, parlant dans son micro d'épaule, scrutant la scène du regard. Elle se déplaça rapidement, mais sans panique, fendant la foule. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle d'une voix égale mais ferme. Granger s'avança, mais Malik parla en premier. « Je suis le fils du procureur général Elia Dorsey. J'ai été agressé, menotté et jeté à terre sans raison. Ce n'est pas acceptable. » L'officier cligna des yeux, enregistrant ses paroles, puis s'approcha et déverrouilla les menottes sans hésitation. Le métal froid s'ouvrit avec un bruit sec, et pendant un instant, Malik resta immobile, se frottant les poignets. Il inspira brusquement, non pas de douleur, mais de soulagement mêlé d'épuisement. Il scruta à nouveau la foule, laissant l'instant se graver dans sa peau. Le ciel était pâle et sans nuages. Le palais de justice se dressait haut et immobile, comme s'il avait vu des milliers de fois des histoires comme celle-ci se dérouler sans toujours savoir écouter. Malik tourna son visage vers la lumière, ferma les yeux, puis les rouvrit lentement. La chaleur miroitait encore sur le trottoir. Les gens le fixaient toujours. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement le fils de quelqu'un. Il connaissait le poids d'être vu trop tard. Et ce genre de savoir ne vous quitte pas. Il prend racine. Il se souvient. Il tient bon. Malik avait toujours cru que le silence pouvait parler plus fort que le bruit. Que l'absence de son pouvait véhiculer plus de vérité que 1000 mots lancés au vent. Et tandis qu'il se tenait dans le parking du tribunal, sans menottes mais portant encore le poids de tout cela, il réalisa combien de personnes l'observaient. Pas seulement ceux qui avaient des téléphones ou des regards curieux, mais ceux qui le voyaient tel qu'il était, pas un titre, pas le fils d'un politicien, mais le reflet de ce qu'eux aussi avaient enduré. Un homme noir au fond de la foule, la barbe tachetée de gris, avait les larmes aux yeux, immobile, comme si le temps s'était arrêté juste assez longtemps pour que la mémoire le rattrape. Les cars de presse sont arrivés sans sirène, mais avec empressement. Des reporters en chemise impeccable sont sortis, agrippés à leur micro comme à des armes, impatients de capturer une information avant qu'elle ne devienne celle d'un autre. Un journaliste, calme et posé, s'avança. « Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Dorsey ?» Malik se retourna, se caressant la nuque, ses pensées s'emballant. Son costume était froissé, sa cravate desserrée, mais il se tenait là, avec la présence de quelqu'un qui n'avait plus besoin d'être habillé pour être puissant. Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui, scrutant la scène, les policiers confus, le silence de la foule, l'homme qu'il avait plaqué au sol, maintenant seul. Finalement, il parla, d'une voix douce mais forte. « Cela arrive aux enfants qui n'ont pas de caméra. Ça arrive quand personne ne regarde. Ça arrive tous les jours. Pas de pause. Pas d'applaudissements. Pas de performance. Juste la vérité dite sur l'asphalte. » Certains hochèrent la tête. D'autres baissèrent les yeux. Quelques-uns se détournèrent. Le journaliste cligna des yeux, le remercia et recula, lui laissant de l'espace. Puis, du bord de la foule, une femme blanche d'une 60aine d'années s'avança, son cardigan serré contre sa poitrine. Sa voix tremblait non pas de peur, mais d'autre chose. « Jeune homme, dit-elle, je veux juste dire que je suis désolé. Pas pour moi, juste pour tout cela, acquiesça Malik une fois, non par obligation, mais parce que quelque chose dans ses mots semblait brut, non filtré, comme s'il venait d'un lieu de réflexion vécue,
et non d'une culpabilité répétée. « Merci », dit-il doucement. Sa main effleura la sienne une seconde avant qu'elle ne disparaisse dans la foule, le regard vitreux mais concentré. Son téléphone vibrait dans sa poche, toujours en mode silencieux, mais la vibration était comme un coup de tonnerre contre sa jambe. Il le sortit lentement, les doigts crispés sur l'appareil. Une douzaine d'appels manquaient du même numéro, celui du bureau de son père. L'écran paraissait étrangement calme, inconscient de ce qui venait de se passer. Malik le garda un instant, puis le glissa dans sa poche sans répondre. Non pas qu'il ne voulait pas entendre la voix de son père, mais parce qu'il avait besoin d'une minute de plus ou une seule pour profiter de cet instant sans explication, sans qu'on lui dise ce qu'il devait ressentir, ce qu'il devait faire ensuite. La presse s'était mise à chuchoter, cherchant désespérément quelle version de l'histoire était suffisamment sûre pour être diffusée, quel angle susciterait le moins d'appels indignés à la station. Mais Malik ne pensait pas aux gros titres. Il pensait à la photo de sa mère accrochée dans le couloir de la maison Ocel d'elle en col roulé noir, debout fièrement sur les marches d'un palais de justice, un dossier manuscrit à la main, le regard perçant, la colonne vertébrale inébranlable. Il repensait à la façon dont elle tenait son visage entre ses mains et murmurait « Souviens-toi de qui tu es quand personne ne te regarde. C'est la seule version qui compte. » Un caméraman s'est approché, hésitant, la voix incertaine « Voulez-vous porter plainte ?» Malik ne broncha pas. Il se tourna vers lui, la voix posée, le regard clair. Pas par émotion. Avec détermination. Je veux du changement. Je veux que le prochain enfant qui me ressemble n'ait pas à révéler l'identité de son père, juste pour être perçu comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. Un murmure parcourut la foule au pas fort, mais profond, comme le vent dans les hautes herbes un jour de grande affluence. Pas d'excitation, mais de reconnaissance. Un accord. De ceux qui s'ancrent dans la chair de ceux qui ont trop porté le poids de leur vie pendant trop longtemps. Malik recula d'un pas. Il sentit la tension dans le bas de son dos se relâcher, la pression sur sa poitrine se relâcher. Il baissa les yeux sur l'éraflure sur sa chaussure, celle qu'il avait laissée lorsqu'il avait trébuché en essayant d'ouvrir la portière de son SUV plus tôt dans la matinée. C'est drôle de voir comment quelque chose d'aussi petit peut ancrer un souvenir aussi grand. La cloche du tribunal sonna au loin, une fois. Lent et résonnant sur la place comme un rappel que le monde continue d'avancer, même lorsqu'un instant tente de s'immobiliser. Malik ferma brièvement les yeux, laissant le son l'envahir, puis les rouvrit, plus calme maintenant. La presse commença à plier bagages. Les policiers se relayèrent. Un homme aida une femme âgée à regagner sa voiture. Le groupe expira. Et Malik Dorsey, 17 ans, d'un sang-froid exceptionnel, se retourna et se dirigea vers les marches du palais de justice. Non pas pour faire une scène. Non pas pour faire une déclaration. Mais parce que son nom figurait toujours au programme de 10 heures et qu'il devait encore se présenter à son stage au ministère de la Justice. Sa démarche était assurée, ses épaules droites. Bien que l'instant ait déjà traversé 1000 époques, Malik marchait sans tambour ni trompette, privilégiant l'objectif au spectacle. Au pied des marches de marbre, il s'arrêta, ajusta sa cravate desserrée. Et pour la première fois ce matin-là, il sourit non pas de soulagement, ni de satisfaction, mais de cette tranquille prise de conscience qui le poursuivrait longtemps après que les gros titres se soient estompés. Dans une ville remplie de bruit, de sirènes, de micros et de déclarations soigneusement formulées, le message le plus clair est parfois délivré par celui qui refuse d'être brisé. Le SUV noir s'est arrêté sans bruit, mais l'atmosphère a changé dès l'arrêt. Le moteur ronronnait comme un avertissement. La porte s'ouvrit lentement. Elia Dorsey sortit, les manches retroussées jusqu'au coude, sans cravate ni veste, juste une chemise blanche impeccable et une mâchoire serrée à écraser la pierre. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. Il ne scruta pas la foule. Il marcha droit devant lui, les yeux rivés sur le garçon qui se tenait au bord du terrain du tribunal, les vêtements froissés, les poignets rouges, mais la colonne vertébrale intacte. Quand leurs regards se croisèrent, tout le reste s'évanouit. Malik resta immobile. Pas tout de suite. L'espace d'un instant, il eut l'impression de voir un souvenir prendre vie terre à terre et surréaliste. Les pas de son père étaient lents, mesurés, posés. Non pas pour consoler. Non pas pour calmer. Mais pour confirmer. Lorsqu'il rejoignit Malik, il ne parla pas tout de suite. Il posa les deux mains sur les épaules de son fils, le scrutant du regard avec un désespoir discret, celui que seul un père connaît. Le désespoir naît d'une vie passée à préparer un enfant à ce moment précis,
tout en espérant qu'il n'arriverait jamais. « Ça va ?» demanda Elia à voix basse. « Pas de performance. Juste un père qui prend des nouvelles. » Malik hocha la tête, la gorge serrée. Non pas qu'il soit dépassé, mais parce que la question, si simple, lui procurait un sentiment de soulagement. « Oui, dit-il doucement. Je vais bien maintenant. » Son père acquiesça en retour à un petit geste qui en disait long. Puis il se tourna lentement vers l'officier qui avait plaqué son fils. Le changement d'énergie a été instantané. Granger se redressa, l'instinct prenant le dessus, mais la sueur sur ses tempes le trahissait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Une phrase, une excuse, quelque chose pour adoucir le coup, il la saisit. Mais Élie fit un pas en avant. Pas fort. Pas agressif. Juste assez près pour effacer le fossé qui les séparait. Lorsqu'il parlait, sa voix était mesurée, basse, mais percutante comme un jugement dans une salle d'audience. « Sais-tu qui je suis ?» La question n'était pas vraiment une question. Granger balbutia. Ses yeux se posèrent sur les autres officiers, puis se tournèrent de nouveau vers l'homme à quelques centimètres de lui. « Monsieur, je ne savais pas. » « Non, » interrompit Elia. « Tu ne l'as pas fait. Et c'est bien là le problème. Tu ne savais pas qui il était, et pourtant tu l'as traité comme s'il n'avait aucune importance. » Les mots ne résonnèrent pas, mais ce n'était pas nécessaire. Ils touchèrent le sol. Les officiers restèrent figés. Même ceux qui venaient d'arriver restèrent immobiles, comme si la honte irradiait de l'homme devant eux et les gagnait tous. Élie n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa force résidait dans sa retenue. « Tu ne peux pas régler ça avec des excuses, » a-t-il dit. « Tu as fait un choix. Maintenant, tu dois vivre avec. » Il se tourna vers Malik, une main dans le bas du dos. Il se pencha, juste assez pour que Malik l'entende. « Tu t'es bien débrouillé, » murmura-t-il. « J'ai vu la vidéo. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. Tu ne t'es pas laissé influencer par lui. » Malik hocha la tête, plus lentement cette fois, absorbant les mots comme une armure. « J'en avais envie, » admit-il d'une voix douce. L'espace d'une seconde, vraiment. Élie l'observa. Son regard était chaleureux, mais ferme. « C'est humain, » dit-il. « Mais tu ne l'as pas fait. C'est ça, la force. » Une brise traversait les arbres, faisant bruisser les feuilles comme des murmures. Le temps ne s'était pas arrêté. Même s'il semblait devoir s'arrêter. La presse est restée en retrait. Les caméras ont tourné. Les microphones ont flotté. Mais personne n'a osé interrompre le silence entre le père et le fils. Elia fouilla dans sa poche et tendit à Malik un mouchoir soigneusement plié. Malik s'essuya le front, épousseta sa joue, puis le glissa dans sa poche. Un geste simple et humain. Pas de conférence de presse. Pas de discours. Juste un père aidant son fils à se nettoyer le visage en public après que le système a tenté de le salir. Alors qu'il se retournait pour partir, Elia marqua une pause, la main toujours posée sur l'épaule de Malik. Il jeta un coup d'œil aux officiers qui les observaient depuis le bord. « Je compte parler au chef de la police d'ici 1 heure, » dit-il d'une voix glaciale. « Nous allons déposer une plainte officielle. » Personne ne répondit. Mais le silence qui suivit fut plus fort qu'un acquiescement. Malik et son père marchaient ensemble vers le palais de justice. Sans précipitation. Sans chichi. Juste 2 pas réguliers. Les marches en marbre brillaient au soleil, hautes, polies, plus intimidantes. À chaque pas, Malik sentait le poids de tout cela se relâcher, non pas comme une blessure, mais comme une clarté. Il avait été jugé. Et il avait résisté. Il avait parlé. Non pas pour provoquer. Mais pour dire la vérité. Et maintenant, marchant avec son père, sous le regard d'une ville qui l'observait encore, il choisit de bouger non pas pour le spectacle, mais parce que le moment l'exigeait. En haut des marches, Elia se retourna, scruta la foule, puis hocha la tête. Pas vers qui que ce soit. Juste vers l'espace lui-même. Comme pour dire que ce qui s'est passé ici ne serait pas oublié. Malik leva les yeux vers lui. Puis il regarda à nouveau les mêmes personnes, et dans ce moment de silence, quelque chose se passa entre eux. Quelque chose de non dit, mais parfaitement compris. Il se tourna vers la porte du tribunal et l'ouvrit lentement. Le lourd cadre de bois grinça légèrement sur ses gonds tandis qu'un courant d'air frais se déversait sur le palier de pierre.
Malik entra le premier. Son père le suivit de près, et tandis que la porte se refermait, l'image finale qui restait était celle de deux silhouettes marchant côte à côte, non seulement dans un bâtiment, mais dans une nouvelle version d'elle-même, façonnée par tout ce qui venait de se passer. Lorsque le journal télévisé du soir a couvert l'affaire, les images avaient déjà fait le tour d'Internet à 2 reprises, s'accumulant comme des images de pluie sur une chaussée sèche. Chaque rediffusion accentuait le contraste entre ce qui s'était passé et ce qui n'aurait jamais dû se produire. Ce soir-là, Malik était assis dans sa chambre. Les lumières étaient tamisées, les stores entr'ouverts. La télévision projetait une lumière bleue sur les murs. Les mots « fils du procureur général détenu à tort » défilaient lentement au bas de l'écran. Son téléphone vibrait toutes les quelques secondes sur le bureau à côté de lui. Mais il le laissait vibrer, sans y toucher. Il n'évitait personne. Il avait juste besoin d'espace pour tout ressentir pleinement, sans que d'autres voix ne viennent façonner ou réduire la sienne. Il s'adossa à sa chaise, les bras sur les côtés, le regard perdu dans le vague. Il observa le lent montage d'images fixes tirées de la vidéo. L'une le montrait plaqué au sol, le visage tendu, le regard détourné, le trottoir rugueux sous sa joue. Une autre le filmait à l'instant même où il renversait l'agent, le corps en plein mouvement, la mâchoire serrée par une fureur calme dont il n'avait pas soupçonné la présence. L'écran s'estompa sur un gros plan où il murmurait quelque chose à l'oreille de l'agent stupéfait. Sa bouche bougea à peine, mais la légende s'inscrivait dans ses paroles. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas une menace. C'était quelque chose de plus simple. La vérité, délivrée avec constance, sans broncher. En bas, il entendit le murmure de ses parents. Leur voix ne portait pas clairement, mais le rythme lui était familier. L'inquiétude tempérée par le contrôle, l'inquiétude façonnée par le professionnalisme. Il imagina son père au téléphone avec des fonctionnaires, des employés, des avocats, peut-être même le maire. Sa mère faisait les 100 pas, les bras croisés, arborant cette même flamme silencieuse qu'elle portait lorsqu'il s'égratignait le genou ou rentrait trop silencieux. Ce même amour féroce et silencieux. Malik prit la télécommande et baissa le volume jusqu'à ce que les voix sur l'écran se transforment en murmures, à peine audibles comme des fantômes piégés derrière une vitre. Son regard se posa sur la tablette à proximité. Celle où il avait sauvegardé ses notes de préparation de stage, ses notes de politique générale, les grandes lignes de la chaîne de commandement du ministère de la Justice. Il l'avait étudiée toute la nuit précédente, répétant des réponses que personne ne lui avait jamais posées. Il n'avait jamais imaginé que sa déclaration la plus importante serait prononcée sur un trottoir, les mains menottées dans le dos et le visage collé au sol. On frappa à la porte. Doucement, rythmé. Puis sa mère jeta un coup d'œil. Son visage était encadré de boucles douces, ses yeux emplis de soulagement et de retenue. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. Il hocha la tête une fois, offrant un sourire fatigué. Elle entra, ferma la porte derrière elle et traversa la pièce en quelques pas silencieux. Elle ne s'assit pas. Elle le regarda simplement, les mains jointes devant elle. « Comment te sens-tu maintenant que tout est sorti » demanda-t-elle doucement. Il réfléchit un instant, expira, puis haussa les épaules. « Exposé » dit-il. Pas dans le mauvais sens du terme. Juste, visible. Comme si toutes les choses que je surveille habituellement étaient enfin visibles. Elle hocha lentement la tête, ses yeux scrutant son visage comme si elle cherchait des bleus, même si elle savait qu'il n'y en avait plus à trouver. « J'ai regardé cette vidéo une douzaine de fois aujourd'hui, dit-elle. Et à chaque fois, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ta façon de ne pas broncher. Ta façon de rester debout sans riposter. Ta façon de murmurer, comme si tu savais déjà ce qui allait suivre. » Il la regarda, la gorge serrée par quelque chose qui n'était pas tout à fait de la tristesse, mais qui n'était pas non plus de la paix. « Je ne l'ai pas fait pour être fort, » a-t-il dit. « Je ne voulais juste pas qu'il gagne. » Elle sourit, non pas avec fierté, mais avec compréhension. « Parfois, c'est exactement ça, la force, » répondit-elle. Pas prouver quoi que ce soit. Juste refuser de se perdre dans l'instant présent. Elle s'assit alors à côté de lui, posant doucement ses mains sur ses genoux. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Puis elle a ajouté, « Vous savez, votre père a fait une déclaration aujourd'hui. Il a dit que le ministère allait enquêter, promouvoir une réforme de la formation et la transparence. Tous les arguments habituels pour convaincre les gens que la justice avance. » Malik hocha la tête. « Mais il ne s'agit pas que de moi, » a-t-il dit.
C'est impossible. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta les stores. Dehors, la rue était silencieuse. Une voiture filait sous la lueur ambrée des lampadaires. Quelque part, un chien aboya une fois, puis une autre fois. Il fixait le silence, les bras croisés. Ses pensées dérivaient vers tous les noms qu'il avait vus sur les pancartes de protestation. Des noms qui l'avaient précédé. Des noms qui n'avaient jamais pu parler d'eux-mêmes. Des noms murmurés seulement après qu'il fût trop tard. Il se tourna vers sa mère, la voix plus basse maintenant, mais ferme. Demain, ils commenceront à raconter une autre histoire. Certains diront que j'étais agressif. D'autres diront que j'ai provoqué. D'autres encore tenteront de faire de moi ce que je ne suis pas. Un symbole. Un mouvement. Un titre. Mais je ne veux rien de tout ça. Je veux juste que ça compte qu'il m'ait vu. Qu'il se soit trompé. Que la prochaine fois, quelqu'un y réfléchisse à 2 fois avant de faire ce qu'il a fait. Sa mère se tenait à ses côtés, posa une main sur son épaule et hocha la tête. Ça suffit, dit-elle. C'est plus que suffisant. Il laissa échapper un soupir. Et pour la première fois de la journée, sa poitrine se sentit plus légère. Pas guérie. Pas entière. Mais plus légère. Comme si la vérité avait enfin trouvé un endroit où se reposer, au moins pour ce soir. Ils ont éteint la télévision. L'écran s'est éteint. Le silence qui suivit n'était pas pesant. Il était pur. Malik prit sa tablette, l'ouvrit et parcourut ses notes. Non pas pour se préparer. Mais pour se rappeler qui il était avant cet événement. Et qui il avait encore le droit d'être après. Le curseur clignotait sur une page blanche. Il tira la chaise sous lui et commença à écrire. Pas un message. Pas une déclaration. Juste des pensées. Ses propres mots. Son propre nom. Pas pour le monde. Juste pour lui-même. Malik avait toujours su que ses parents le préparaient à des moments qu'ils espéraient qu'il ne rencontrerait jamais. Les leçons se transformaient en histoire du soir, en promenade scolaire, en pause pendant les informations lorsqu'un nouveau nom défilait à l'écran avec un titre trop lourd pour un enfant. Depuis qu'il comprenait le poids de sa peau en public, on lui avait appris à marcher calmement. À parler clairement. À baisser la voix. À se déplacer lentement. Mais ce à quoi il l'avait vraiment préparé, c'était ce qui allait suivre. Le naufrage émotionnel. Le silence. La pression de donner un sens à ce moment avant même qu'il ne cesse de résonner. Plus tard dans la soirée, une fois le silence revenu dans la ville, Malik était assis avec son père dans le bureau. Entouré d'étagères remplies de livres, de vieilles photos de famille et de récompenses qui semblaient plus lourdes qu'elles ne l'étaient. L'air sentait vaguement le pain et le vieux papier. Ça sentait la dure réalité. Elia était assis en face de lui. Jambes croisées. Manches retroussées. Lunettes baissées. Pas en train de lire, juste de réfléchir. Ses doigts tapotaient la coudoir. Le seul bruit, hormis le bourdonnement du ventilateur au-dessus. Il faut que tu comprennes quelque chose, dit Elia d'une voix basse, claire, jamais élevée. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne te concerne pas seulement. Mais aussi ta réaction. Cela te concerne. Malik hocha la tête, les yeux fixés sur le vieil échiquier entre eux. Je ne me sentais pas courageux, a-t-il dit. J'avais juste l'impression de devoir porter le poids. Ellie se pencha en avant, son visage indéchiffrable mais présent. Tu n'as pas tort, dit-il. Mais tu n'as pas à porter le fardeau seul. Malik leva les yeux. L'épuisement était désormais visible. Je sais. Mais parfois, j'ai l'impression que oui. Ellie expira. Il hocha la tête comme quelqu'un qui avait ressenti la même chose. Il n'a pas proposé de solution. Il a simplement laissé la vérité exister. Puis il se leva, traversa la pièce et revint avec un petit dossier noir. Il l'a remis. À l'intérieur se trouvaient des photos, des coupures de journaux et des disques. Malik reconnaissait des noms. Des militants. Des avocats. Des juges. Des personnes arrêtées. Certains ne sont jamais revenus. Une photo l'a arrêté. Un jeune homme se tenait sur les marches du tribunal. Son costume était trop grand. Les poings desserrés, mais prêts. C'est ton grand-père, dit Elia. Le jour où il a été inculpé pour manifestation illégale.
Il se tenait exactement là où tu te tenais hier. Malik a tracé le bord de la photo avec un doigt, sentant la texture de l'impression, imaginant la chaleur de ce jour-là, le murmure des voix derrière l'appareil photo, le poids de l'espoir et de la peur épais dans l'air. On dirait qu'il savait, murmura Malik d'une voix basse et pensive, comme s'il était prêt pour ce qui allait arriver. Ellie se rassit, ses yeux s'adoucissant alors qu'il regardait son fils. Il ne l'était pas, dit-il doucement, mais il est quand même venu, tout comme toi, Lu. À l'extérieur de la fenêtre du bureau, une voiture passait lentement, ses phares balayant la pelouse et éclairant brièvement les lisières des arbres au-delà. Puis la maison retomba dans le silence, épais et pensif. Malik ferma soigneusement le dossier et le posa sur ses genoux. Il n'a pas parlé pendant un moment. Il n'en avait pas besoin. Il était simplement assis là avec les histoires, les images, l'héritage de la résilience héritée. J'ai réfléchi, dit-il finalement, sa voix ferme mais modérée. Peut-être que je devrais écrire quelque chose. Pas pour les nouvelles, pas pour le bureau, juste, pour les gens comme moi. Pour les enfants qui pourraient se retrouver sur ce même parking. Son père hocha la tête, non pas en signe d'approbation, mais en signe de reconnaissance. Si c'est ce que tu penses être juste, dit-il doucement, alors dis ce que toi seul peux dire. Malik se leva lentement, le dossier toujours en main, son esprit déjà rempli de lignes et d'images, avec le souvenir du gravier sous ses paumes et le pouvoir silencieux de la vérité dite sans broncher. Il atteignit la porte, puis s'arrêta, se retournant une dernière fois. « Est-ce que grand-père l'a regretté » demanda-t-il. Ellie le regarda et lui fit un petit sourire fatigué. « Il a regretté de ne pas en avoir fait plus » répondit-il doucement, mais il n'a jamais regretté de s'être levé. Malik sortit dans le couloir, sombre et familier, chaque photo sur le mur étant un témoin silencieux du garçon qu'il avait été et de l'homme qu'il devenait. Il entra dans sa chambre, posa délicatement le dossier sur son bureau et s'assit. La douce lueur des touches de son ordinateur portable illuminait l'espace autour de lui. Il ouvrit un document vierge, fixa l'écran vide et prit une inspiration lente et complète. Puis il commença à taper, non pas pour expliquer, ni pour impressionner, mais pour transmettre quelque chose comme cela lui avait été transmis, mot à mot, soigneusement et délibérément, d'une génération à l'autre. La salle d'audience était plus froide que Malik ne l'avait prévu, non pas en termes de température, mais en termes de présence. Le silence s'accrochait à la pièce comme une poussière qui n'avait jamais été enlevée, se déposant entre le sol en marbre et le bois poli, entre les longues rangées de bancs et les yeux de ceux qui étaient venus regarder. Ce n'était pas encore un procès, pas officiellement. Juste une audience publique, un lieu pour recueillir des faits, des témoignages et une présence. Mais Malik sentit le poids de chaque regard se presser contre sa peau alors qu'il s'avançait vers le stand. Le cliquetis de ses chaussures sur le sol, cuir contre pierre, était en quelque sorte fort dans le silence, chaque pas comme un métronome qui comptait à rebours le moment qu'il attendait depuis que tout a commencé. Il portait un costume gris, pas neuf, mais impeccablement repassé. Le même qu'il portait lorsque Granger l'avait plaqué devant le palais de justice quelques semaines auparavant. Ça va différemment maintenant. Non pas parce que son corps avait changé, mais parce qu'il se comportait différemment. Ses épaules se sont redressées avec intention, ses yeux ne cherchant plus la permission, mais la clarté. Lorsque le greffier lui a demandé de lever la main droite et de jurer de dire la vérité, sa voix était ferme. « Je le fais » dit-il, les mots calmes et délibérés, suspendus brièvement dans l'air avant qu'ils ne prennent place. La procureure, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant et à la voix ferme, lui a demandé de décliner son nom. Malik Elia Dorsey, répondit-il simplement, son deuxième prénom portant une gravité qui fit tourner quelques têtes à l'arrière. Fils du procureur général Elia Dorsey, demanda-t-elle, et Malik hocha la tête une fois. Oui, madame. Ces questions étaient posées de manière uniforme, jamais dure. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ce matin-là? Malik se pencha légèrement en avant, posant ses mains près du microphone. Sa voix était calme, sans force. Il a décrit chaque étape clairement, comme s'il posait des briques le long d'un chemin que d'autres pourraient suivre. Il a raconté comment il est sorti du métro, s'est dirigé vers la voiture pour récupérer des documents, comment l'agent s'est approché sans présentation et comment la situation a dégénéré en quelques secondes. Il n'a pas embelli. Il n'a pas dramatisé. Il a raconté les choses telles qu'elles se sont passées. Laissez parler les faits, laissez les silences entre ces mots porter le poids de ce qui ne pouvait être des faits. Je lui ai dit mon nom, a déclaré Malik, marquant une pause tandis qu'il regardait à travers la salle d'audience. Je lui ai dit pourquoi j'étais là.
Il n'a pas écouté. Il croisa les mains, puis ajouta, « J'ai essayé de rester calme, car on m'a appris toute ma vie que mon calme est la seule chose qui se dresse entre moi et la peur des autres. » Cette phrase a traversé la pièce comme un tremblement silencieux. Quelques personnes ont bougé sur leur siège. Le sténographe judiciaire a arrêté de taper pendant un instant. Lorsque le procureur lui a demandé ce qu'il avait murmuré à l'officier une fois qu'il avait repris le contrôle, Malik n'a pas hésité. « J'ai dit, vous venez d'agresser le fils du procureur général. » Il n'y avait aucune bravade dans la déclaration. Pas besoin d'insister. Il a laissé la vérité là, lourde et immobile. « Et quelle a été sa réaction ?» a demandé le procureur. Malik cligna lentement des yeux. Il n'a rien dit, mais son visage a changé. Comme si quelque chose s'était fissuré à l'intérieur de lui. Comme si la peur l'avait rattrapé, mais trop tard. Lorsque son témoignage s'est terminé, la salle n'a pas explosé de bruit. Il n'y avait pas de murmure, pas de halètement. Juste un silence qui s'est installé sur tout, le genre de silence qui survient lorsque la vérité se tient d'elle-même. Malik descendit de la tribune avec une dignité tranquille et retourna à son siège à côté de son père, qui hocha la tête une fois, un geste plein de fierté et de compréhension acquise depuis longtemps. De l'autre côté de la pièce, Granger était assis avec son avocat, évitant tout contact visuel. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée, ses mains immobiles. Plus tard dans l'après-midi, le panel a permis à Granger de parler. Sa voix était tremblante, incertaine, dépouillée de l'autorité qu'elle détenait autrefois. Il a parlé de stress, d'erreur d'identité, de manque de jugement. Mais ses excuses sont tombées à plat, chacune plus mince que la précédente, s'effondrant sous le poids des images, des faits et de la présence d'un jeune homme qui refusait d'être brisé. Malik ne fixait pas, mais il ne détournait pas le regard non plus. Il écoutait, ses mains reposant tranquillement sur ses genoux. Il comprit que le véritable verdict ne résidait pas dans ce que Granger avait dit, mais dans la façon dont la pièce elle-même avait déjà changé. Au moment où l'audience a été ajournée, le soleil de l'après-midi a étendu de longues ombres sur le sol de la salle d'audience, rampant sur les murs comme un rappel du chemin parcouru par la vérité. Malik se leva lentement, les jambes raides à force d'être assis, et sortit à côté de son père. Dehors, le monde semblait plus chaud, plus lumineux, vivant avec le bourdonnement du bruit de la ville, sirènes, pas, circulation au loin. Un groupe de lycéens se tenait près des marches du palais de justice. L'un d'eux a reconnu Malik et a donné un coup de coude aux autres. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas demandé de photos. Ils le regardaient simplement passer, leurs expressions calmes, pleines de quelque chose qui n'était pas de la crainte, mais de la reconnaissance. Pas parce qu'il était célèbre. Mais parce qu'ils avaient vu la vidéo. Parce qu'ils s'étaient imaginés à sa place. Parce qu'ils savaient que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, n'était pas une question de statut. C'était une question de survie. Il s'agissait de repartir avec son nom intact. Au pied des marches du palais de justice, Malik s'arrêta et regarda le bâtiment. Ses colonnes s'élevaient très haut. Son verre a attrapé le ciel. Mais pour lui, ce n'était plus seulement un lieu de droit. C'est là qu'il avait revendiqué sa voix. Là où il avait dit ce qui devait être dit d'une manière qui ne pouvait être niée. Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il a simplement pris une inspiration. Je l'ai tenu. Alors laisse-le partir. Une longue expiration, comme libérer quelque chose qui était resté coincé à l'intérieur pendant trop longtemps. Et avec ce souffle, il se sentit plus léger. Non pas parce que tout a été réparé. Non pas parce que la justice avait finalement prévalu. Mais parce que, pour une fois, il n'avait pas eu besoin de crier pour être entendu. Le matin où Malik retourna au Lincoln Memorial, le ciel était couvert, strié d'une douce lumière perçant délicatement un manteau gris. La ville commençait à peine à s'agiter, mais l'air était encore silencieux, comme si Washington elle-même ne s'était pas encore complètement réveillée. Il marchait seul, les mains dans les poches de son manteau bleu marine, ses chaussures presque silencieuses sur le large chemin de pierre qui serpentait entre les touristes sirotant leur café dans des gobelets en carton et les joggeurs zigzagant prudemment entre les flaques d'eau laissées par la pluie fine de la nuit. Sa tête restait droite, ni penchée par réflexion, ni levée par fierté, au juste stable, concentré, marchant non pas pour fuir, mais pour comprendre le moment qu'il avait vécu et le poids silencieux qui le poursuivait depuis. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'audience, 3 semaines depuis que son nom avait envahi les ondes, figurait dans les tendances du moment et s'était mêlé aux conversations d'inconnus qui ne comprendraient jamais ce que signifiait vraiment vivre ce moment au lieu de simplement le regarder se dérouler sur un écran. Depuis,
Tout s'était précipité. L'officier avait été suspendu sans solde. Une commission d'enquête avait été constituée. Des politiciens avaient prononcé des discours sur la justice et la responsabilité. Le public avait qualifié Malik de courageux, de modèle de retenue, de symbole de la bonne façon de réagir. Mais sous tous ces éloges, il sentait une résistance sourde monter en lui, une conscience profonde que le monde essayait de simplifier son histoire pour en faire quelque chose de clair et de digeste, alors qu'en réalité, il n'en était rien. Il gravit les marches lentement, non par fatigue, mais avec détermination, chaque respiration fraîche et réfléchie, comme une réinitialisation. Arrivé en haut, il s'arrêta au bord de la plateforme et contempla le bassin réfléchissant, dont la surface, lisse comme du verre, reflétait le ciel gris et les silhouettes des arbres qui commençaient à bourgeonner pour le printemps. Il resta là un long moment, sans parler, laissant le silence apporter une clarté que les mots pouvaient rarement apporter. Ses mains n'étaient plus crispées. Sa mâchoire n'était plus crispée. Il resta simplement immobile, écoutant le faible rythme des battements de cœur de la ville en contrebas. À quelques pas derrière lui, un groupe de lycéens s'était rassemblé pour une sortie scolaire. La voix de leur enseignante flottait doucement dans la brise tandis qu'elle évoquait l'héritage du mémorial, justice, sacrifice, changement. Malik jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et capta des brides de ses paroles, mais ne s'attarda pas. Il reporta son regard vers la piscine, laissant ses mots l'envahir, sachant que les bonnes intentions n'apportaient pas toujours une réelle compréhension. Il pensa à son grand-père, aux histoires racontées discrètement lors des repas de famille au sel des cellules, des marches et du crépitement des mégaphones. Son grand-père n'exaltait jamais ses souvenirs. Il les décrivait avec une honnêteté sacrée, celle qui perdure longtemps après le départ des invités. Malik pensa à sa mère, qui lui avait appris à rester calme face aux provocations du monde. Il pensa à son père, qui lui avait appris que la dignité n'était pas le silence, mais plutôt le choix du moment et de la manière de parler avec détermination. De la poche de son manteau, il sortit une feuille pliée. Froissée et usée, l'encre avait coulé sur le bord, là où son pouce avait posé trop longtemps. Ce n'était ni un discours ni une déclaration. C'était une liste de noms des personnes dont il avait lu les récits, des personnes qui avaient été blessées. Les noms de ceux dont les histoires ne se terminaient pas par des gros titres ou des audiences, mais par des chambres d'hôpital, des cercueils fermés et des salles d'audience silencieuses. Il le déplia lentement et lut chaque nom en silence, laissant le son de chacun se poser sur son souffle comme une petite prière. Certains noms étaient gravés dans sa mémoire. D'autres étaient plus difficiles à prononcer. Mais chacun comptait non pas comme symbole de tragédie, mais comme marqueur d'une œuvre inachevée. Derrière lui, un élève murmura « Qui est ce type ?» Et le professeur répondit « Je crois que c'est Malik Dorsey. » Un silence. Puis une autre voix, chuchotée, dit « C'est celui de la vidéo, n'est-ce pas ?» Malik ne se retourna pas. Il ne les salua pas. Il n'en avait pas besoin. L'objectif n'était pas d'être reconnu. Il s'agissait d'être présent. De se tenir là où tant d'autres avant lui s'étaient tenus non pas pour être vus, mais pour voir vraiment. Il replia soigneusement le papier et le remit dans son manteau. Une brise souffla, effleurant son col et apportant avec elle un parfum de pierres mouillées et de fleurs fraîches. Il la laissa le traverser, le soulageant un peu de la lourdeur qu'il ignorait encore porter. Il ne voulait pas être un symbole. Il n'avait pas besoin d'être la voix de qui que ce soit. Ce qu'il voulait, c'était vivre avec cette clarté qui n'est non pas de l'affirmation de soi, mais de l'affirmation de soi. Alors qu'il se retournait pour descendre les marches, il croisa le groupe d'étudiants et, l'espace d'un instant, leur conversation se tut. Un garçon, grand et pensif, le regarda dans les yeux. Malik hocha la tête. Le garçon hocha la tête en retour. Aucun mot ne fut échangé. Aucun n'était nécessaire. Parfois, il suffit d'être vu sans jugement, d'être reconnu sans avoir à se produire. Au pied des marches, la ville s'était pleinement réveillée. Les voitures passaient plus fréquemment. La brise se réchauffait tandis que les nuages commençaient à se dissiper. Malik consulta sa montre, non pas pour connaître l'heure, mais pour suivre le rythme. Il avait des endroits à visiter. Des gens à rencontrer. Mais pour l'instant, il marqua une dernière pause avant de traverser la rue. Il regarda le mémorial, son silence, son poids et l'espace qu'il offrait à ceux qui étaient prêts à porter la vérité sans crier. Et à cet instant, il sourit. Pas pour les autres. Juste pour lui-même. Un sourire calme et posé, né de la certitude qu'il n'avait plus rien à prouver. Il avait déjà dit ce qui comptait.
Et maintenant, il était temps de continuer sa route. Parfois, la voix la plus puissante dans une pièce est celle qui choisit le calme plutôt que le chaos. L'histoire de Malik nous rappelle que la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est discrète. Elle se révèle dans les moments où l'on privilégie la présence à la performance, la clarté au bruit. Pour ceux d'entre nous qui ont vu l'histoire se répéter, nous savons que la justice n'arrive pas toujours au moment opportun. Mais nous savons aussi ceci, chaque fois que quelqu'un se tient debout, parle avec clarté et avance avec détermination, un peu plus de lumière perce. Il ne s'agit pas seulement d'être le fils d'un homme puissant. Il s'agit de choisir l'intégrité, même lorsque le monde tente de nous la voler. Il s'agit de se rappeler que l'héritage ne se construit pas dans le confort, mais dans la façon dont nous nous élevons lorsque tout est en jeu. Et surtout, il s'agit d'être vraiment vu pour qui nous sommes et ce que nous portons. À tous les parents qui ont appris à leurs enfants à survivre avec grâce, à tous les aînés qui ont transmis leur force par leurs histoires, vous connaissez déjà cette vérité. Vous l'avez vécue. Vous l'avez transmise. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé un être cher ou une expérience vécue, prenez un moment pour y réfléchir. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, si elles méritent d'être racontées et entendues avec attention et honnêteté, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin dès aujourd'hui. Parce que parfois, il suffit d'une seule voix pour rapprocher un peu plus le monde de ce qu'il devrait être.